et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission En pleine nature. En pleine nature, c'est votre émission qui parle de l'écologie et de l'environnement, mais sous toutes ses formes. Aujourd'hui, dans votre émission En pleine nature, nous allons nous intéresser à la journée mondiale de la désertification. Et qui parle de désertification va parler de la restauration des terres comme solution, va parler de reboisement. Et justement, c'est le thème de cette année 2025 où nous allons parler de la restauration des terres, mais aussi des opportunités que cela peut présenter. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le colonel-major Babacar Dione. Il est le directeur des eaux et forêts. Bonjour mon colonel. Oui, bonjour Madame Sam. Alors mon colonel, c'est un immense plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour parler d'un sujet crucial, qu'il s'agit de la désertification dans le monde, mais en particulier au Sénégal, et du rôle joué par les agents des eaux et forêts dans le reboisement pour restaurer ces terres. Merci Madame Sam. Alors mon colonel, en général, quels sont les enjeux liés à cette désertification? Comme vous l'avez dit, la désertification affecte plusieurs personnes et ça cause beaucoup de dégâts au niveau mondial. C'est pourquoi la communauté internationale a proclamé le 17 juin pour célébrer la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Cela depuis 1994. Et cette année, donc, le thème, c'est restaurer les terres, exploiter les opportunités. Parce que, comme vous le savez, nous avons plusieurs défis et plusieurs enjeux liés à cette désertification. Donc, parce que la désertification affecte plusieurs personnes. Près de 40% des terres cultivables sont affectées par cette désertification-là. Et qui dit terre cultivable dit exploitation, production de biens, mais production de ressources vivrières également pour les communautés. Et quand ces terres sont affectées, donc ça a un impact sur la sécurité alimentaire parce que les rendements ne suivent pas et cela a un effet sur l'alimentation des communautés, mais également sur la création de revenus pour permettre aux communautés qui vivent de ces terres-là de pouvoir acheter des biens, mais d'autres services également pour la santé, le transport, mais l'habitat et autres. Et cela a donc des conséquences et ça entraîne les migrations des populations vers d'autres terres plus fertiles ou bien vers d'autres horizons. Et cela constitue également un problème d'insécurité avec ces migrations, mais également les conflits entre agriculteurs et éleveurs pour l'exploitation des ressources, mais également les empiètements sur le domaine forestier et la déforestation. Donc, pour dire que la désertification a plusieurs défis, mais également plusieurs impacts sur la sécurité humaine, sur l'économie, mais également sur l'alimentation des communautés. Mon colonel, on sait qu'il y a beaucoup de phénomènes qui aggravent cette désertification. On nous parle de surpâturage, on nous parle aussi des phénomènes climatiques, mais est-ce que aussi lutter contre cette désertification, est-ce que cela aussi ne nous permettrait pas de pouvoir restaurer nos terres, mais également de pouvoir faire revenir d'autres espèces qu'on avait perdues? Oui, absolument, parce que quand on lutte contre la désertification, on travaille à restaurer les terres. Et si on restaure les terres, donc on améliore le couvert végétal, on améliore la fertilité, mais on contribue également à améliorer, à restaurer cette biodiversité-là. Parce que la biodiversité, c'est la diversité biologique, aussi bien des espèces de faune que de flore. Et si la flore est améliorée et restaurée, donc c'est l'habitat des animaux. Et si l'habitat est restauré, donc les animaux reviennent. Et donc, ça contribue à améliorer la biodiversité, à restaurer cette biodiversité dans les différentes zones qui étaient jadis affectées par cette désertification-là. Parce que ça permet également de fixer les communautés, mais d'améliorer les bases productives pour un peu améliorer la croissance économique de nos pays. Et ça également, on permet de valoriser tous les bénéfices liés aux différents services qui sont procurés par les écosystèmes forestiers de nos pays. Alors, sachant que pour la plupart du temps, cette désertification peut nuire aussi aux moyens de subsistance des communautés, est-ce qu'elle n'aggrave pas également la pauvreté? Oui, c'est ce que je disais tantôt, parce que là, souvent, on allie désertification et sécheresse, parce que la désertification, donc il y a une perte de fertilité des terres, les terres
sont dégradées. Et quand les terres sont dégradées, les gens ne peuvent plus produire, ne peuvent plus pratiquer l'agriculture et avoir les rendements qu'il faut. L'élevage également est affecté parce que le pâturage est détruit, ou le pâturage est affaibli. Et quand le pâturage est affaibli, l'élevage, ça ne fonctionne plus. Et si l'élevage ne fonctionne plus, ça entraîne la migration, la transhumance et ça cause des conflits. Mais l'agriculture également a des rendements qui baissent, les productions agricoles baissent, donc ça veut dire que les revenus baissent et cela, l'alimentation, les cultures vivrières également ne marchent plus et cela impacte sur la pauvreté. Quand les gens ont des difficultés pour produire, pour manger et pour produire, pour vendre, donc ça a un impact sur la pauvreté, mais également sur la santé humaine. Parce qu'il faut avoir de l'argent, il faut manger et avoir de l'argent pour pouvoir se soigner et se maintenir en bonne santé, mais avoir un bon cadre de vie. Et tout cela est lié à la production agricole, pastorale, mais également forestière, qui sont les bases productives pour les communautés rurales, parce que le Sénégal est à majorité rurale. Et donc, si ces communautés ne trouvent plus de quoi produire ou bien ne trouvent plus de quoi se nourrir, donc ça impacte un peu sur leur état de santé, sur leur cadre de vie, mais sur leur bien-être également. Les populations sont impliquées au premier plan parce que ce sont les populations, le villageois, l'agriculteur, il est en même temps agriculteur, éleveur et forestier. Donc c'est à lui d'exploiter rationnellement ces ressources forestières-là en cultivant, de pouvoir associer les arbres aux cultures, développer l'agroforesterie, faire des mises en défense pour permettre aux animaux qu'il élève d'avoir du pâturage, mais également qu'il ait du bois de chauffe, qu'il exploite rationnellement ce bois de chauffe-là, qu'il l'utilise pour la cuisson, il l'utilise pour la santé, mais qu'il l'utilise également pour confectionner des abris ou bien faire ses cases et autres. Donc c'est une intégration de ces différentes activités, mais une exploitation rationnelle de ces produits-là qui feront que l'agriculteur, l'éleveur ou bien le forestier vont vivre en harmonie avec la nature et de manière durable au profit de son développement économique et social. En parlant aussi de la désertification, on sait que cette année, le thème est restaurer les terres. Quelles sont les opportunités qui seront mises en place aussi pour lutter contre cette désertification? En parlant de ces opportunités, est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place pour lutter contre cette désertification? Oui, nous en avons plusieurs stratégies parce que le service des eaux et forêts est chargé de la mise en œuvre de la politique forestière. Et dans cette politique forestière, il y a des actions de restauration et d'amélioration, mais de sécurisation des terres également. Et par rapport au reboisement, nous avons plusieurs techniques de reboisement pour améliorer le couvert végétal, mais pour fixer les terres également. Et il y a également des techniques également pour lutter contre la dégradation de ces terres-là avec les érosions, la mise en place d'ouvrages anti-érosifs, mais la mise en place d'ouvrages de retenue des eaux également pour éviter l'ensablement des cuvettes maraîchères ou bien des cuvettes rizicoles, mais également des cours d'eau et lacs et vallées. Est-ce que vous utilisez aussi pour la plupart du temps la RNA? Oui, ça c'est par rapport aux techniques de reboisement, parce qu'il y a plusieurs techniques de reboisement. Il y a les plantations artificielles, on produit les plants en pépinière, on cible des sites en rapport avec les communautés locales pour planter des arbres qui sont produits en pépinière. Mais il y a la régénération naturelle également, que nous encourageons parce que c'est des arbres qui poussent naturellement dans les champs, dans les forêts, mais également dans certaines terres dégradées qu'il faut favoriser pour qu'ils deviennent des arbres. Et cette régénération naturelle a beaucoup plus de chances de pousser parce que pour l'essentiel, c'est des espèces locales. Il suffit juste d'éduquer ces arbres, ces jeunes pousses-là, de les protéger contre la dent du bétail, contre les feux de brousse pour qu'ils deviennent des arbres. Et si vous voyez dans le bassin arachidier, les parcs à Cad, les parcs à Faidherbe, à Cordilla Pinata, Acacia et tout ça là, pour l'essentiel, c'est des arbres qui ont été éduqués naturellement, donc par rapport à la régénération naturelle. Les terres agricoles, vous voyez les parcs à cadres dans le bassin arachidier, la zone de Khombol, Toubatoul, tout ça là, les gens ne coupent plus les cadres parce que c'est des espèces fertilisantes, c'est des légumineuses qui aident à améliorer la fertilité des terres. Donc, et là, on développe l'agroforesterie dans ces parcs à cadres-là et parcs à Faidherbia ou bien parcs à Cordilla Pinata
et même des carpes à Acacia radiana, Acacia séale et d'autres espèces selon les régions. Vous allez en Casamance, vous avez les palmiers à huile et les gens les protègent, favorisent la régénération et font les cultures rizicoles au niveau de ces rizières. Et même dans les forêts, nous favorisons également la régénération naturelle, surtout pour les espèces forestières fruitières qui produisent du fruit comme le made, le ditach, le néré. Et donc, ça améliore un peu le couvert, mais également ça permet de régénérer les espèces locales dont la croissance est très lente en pépinière. Alors, au Sénégal, on a constaté de plus en plus que la zone de Lompoul est très affectée par la désertification. Quelles sont les stratégies qui ont été adoptées comme solution pour lutter contre cette désertification? Oui, la désertification affecte plusieurs sites, mais spécifiquement pour la zone de Lompoul, c'est la zone dunaire, c'est la bande de Filao qui a été érigée pour fixer les dunes, éviter l'ensablement des cuvettes maraîchères. Donc, c'est parce que la zone des Niayes est la zone de production par excellence des fruits, légumes et autres. Et donc, c'est cette bande de Filao qui a permis de fixer les dunes, mais d'éviter l'ensablement des cuvettes maraîchères et d'éviter également l'avancée de la mer sur ces cuvettes maraîchères-là. Et c'est pourquoi vous avez de Dakar à Saint-Louis ces plantations de Filao pour fixer ces dunes-là. Et il y a un plan d'aménagement qui permet de régénérer ces plantations parce que les arbres également, c'est comme les hommes, ils naissent, on les plante, ils grandissent et ils ont une durée de vie. Maintenant, il faudra les régénérer pour permettre la pérennisation de cette bande de Filao. Et c'est suivi en rapport avec les communautés villageoises qui sont organisées en union forestière, qui participent à l'aménagement de ces espèces, mais qui évitent également les empiètements et les coupes abusives. Et donc, pour cette bande de Filao, elle a un rôle double ou triple même, fixer les dunes, permettre les activités horticoles dans ce bassin horticole-là, des Niayes, mais également éviter l'avancée et les effets des embruns marins sur ces cultures horticoles. Alors, en parlant de cette année de la Journée mondiale de la désertification, au niveau du ministère de l'Environnement, comment est-ce que vous allez fêter cette journée et quelles seront aussi les structures qui seront invitées pour passer cette fête avec vous? Oui, la journée, comme je l'ai dit tantôt, chaque année, elle est célébrée le 17 juin. Et cette année, nous sommes dans les préparatifs et en rapport avec les autres partenaires également. Avec la communauté internationale, donc également le secrétariat de l'UNCCD est en train de travailler avec les points focaux nationaux de cette convention sur la désertification pour faire les préparatifs. Et il est même prévu lundi, le 16, une réunion avec les journalistes parce que le secrétaire a demandé à tous les points focaux d'envoyer une liste d'une dizaine d'organismes, de médias, aussi bien presse écrite, parler, télé, autres, pour pouvoir échanger avec eux, pour voir comment célébrer, mais également diffuser les informations qui ont été collectées lors de la célébration de ce jour. Et comme le thème c'est restaurer les terres, exploiter les opportunités au Sénégal, donc nous travaillons depuis longtemps avec des partenaires, mais également les acteurs au niveau de la base pour choisir et préparer cette journée-là avec le ministère également, la cellule communication, mais également l'agence sénégalaise de la recherche sociale des armées, la RSM, et il y a la zone de Dara qui a été ciblée où l'agence est en train d'accompagner des retraités militaires ou bien des militaires invalides qui ont un espace là-bas pour assurer une production maraîchère horticole avec également l'accompagnement du service des eaux et forêts. Et qui connaît la zone de Dara, la zone de Linguère, ça fait partie des zones qui sont également menacées par la désertification et célébrer la journée là-bas, c'est une occasion de pouvoir sensibiliser davantage les populations, mais leur dire également les méfaits de la désertification et la sécheresse et les pousser à faire face et à préserver davantage les ressources forestières encore existantes et voire les améliorer et à exploiter rationnellement, éviter les coupes et les feux de brousse. Et justement, en parlant de cette zone de Dara, où se trouve la Grande Muraille Verte, qui est une des solutions de la lutte contre la désertification. Donc, c'est une surface qui s'étend de Dakar à Djibouti. Donc, en quoi aussi la Grande Muraille Verte
peut-être une des solutions à la lutte contre cette désertification. Oui, l'Agence sénégalaise de la reforestation de la Grande Mer est chargée de la mise en œuvre de cette initiative qui a été prise par le président Abdoulaye Wade, le président Obasanjo et autres, pour mettre en place cette grande muraille verte de Dakar à Djibouti. Donc, pour le Sénégal, ça concerne les régions de Louga, Matam, Saint-Louis, Tambacounda, parce que Tambacounda, la muraille va sortir par le département de Bakel, continuer par la Mauritanie jusqu'à Djibouti. Et pour chaque pays, il y a une entité qui est chargée de la mise en œuvre de cette initiative. Pour le Sénégal, c'est l'Agence sénégalaise de la reforestation de la Grande Muraille qui travaille en étroite collaboration avec le service forestier pour matérialiser cette initiative sur le terrain. La matérialiser à travers des actions de reboisement, de préservation des écosystèmes, mais d'amélioration des conditions de vie des communautés à travers la mise en place de fermes agricoles communautaires intégrées. Des jardins polyvalents aussi. Sortes de jardins polyvalents, des réserves de faune, mais également d'accompagnement des communautés à la transformation des produits forestiers ligneux, non ligneux, mais également des produits d'élevage. Et cela permettra également de fixer les communautés, mais également de les permettre d'avoir des revenus, d'éviter les coupes, et d'éviter les feux de brousse, mais également d'exploiter durablement les ressources disponibles, comme les fruits forestiers, la faune, mais également des cultures intégrées au niveau de ces facies. Le renforcement des capacités également de ces communautés en fait partie pour les permettre d'être autonomes pour assurer le survie dans cette zone qui est quelquefois très, très difficile. Donc, cette vision et cette initiative des chefs d'État. Alors, quand on parle de la lutte contre la désertification, on sait que le reboisement occupe une place très importante dans ces luttes contre la désertification. Et bientôt, la campagne de reboisement du Sénégal, quels sont les préparatifs et qu'est-ce que vous envisagez faire pour pouvoir aussi apporter une touche particulière à cette année, l'année 2025? Oui, merci. Donc, pour la campagne, donc, c'est comme l'année dernière, hein, c'est la campagne qui démarre depuis le début de l'année à travers la mise en place des intrants. Les intrants, c'est tout ce qui est semences, graines, petits matériels de pépinière, mais également produits phyto et autres. Et donc, ces intrants ont été mis en place au niveau des régions parce que, comme vous le savez, la production de plants se fait au niveau des pépinières en régie, mais également au niveau des pépinières villageoises, des pépinières communautaires, des pépinières et pépinières scolaires à travers le pays. Et donc, nous avons l'accompagnement également des communautés, des collectivités territoriales et le soutien, mais également des jeunes qui sont recrutés dans le cadre du programme Xëyu Ndaw Ñi, où nous avons 2000 au niveau des eaux et forêts, 1000 à l'agence, 1000 au niveau de la direction de l'environnement et des établissements classés, donc des installations, des contrôles environnementaux, mais il y a 7000 également au niveau de l'agence sénégalaise. Et tous ces jeunes accompagnent les services et l'agence à produire des plans, à accompagner les communautés à faire ce reboisement durant l'hivernage. Donc actuellement, nous sommes au niveau du stade production de plans, mais également nous continuons à faire le suivi des réalisations qui ont été faites l'année dernière. Et donc actuellement également, sur le terrain, les agents accompagnent les communautés qui veulent avoir des pépinières privées et dans l'encadrement, mais également dans la formation. Et d'ici la fin du mois, le thème, le slogan et l'arbre parrain seront proposés à l'autorité pour approbation. Et une fois que ce sera approuvé, et donc les préparatifs sur le plan logistique vont continuer. Mais il faut noter également que cette année, l'autorité a contacté les gouverneurs pour qu'ils président des comités régionaux de développement autour de la campagne nationale de reboisement pour mettre autour de cette activité-là tous les acteurs au niveau régional. Parce que ce n'est pas uniquement une affaire du service des eaux et forêts ou bien de l'Agence sénégalaise de la reforestation, parce que les arbres sont plantés dans les champs, dans des forêts, mais également dans les domiciles ou bien au niveau des axes routiers, des localités rurales ou bien des localités urbaines. Donc, il va falloir que tout le monde soit mis à contribution parce que
on ne peut pas mettre un agent autour de chaque arbre pour la protection, le suivi. Donc, il faut que ces gens qui viennent demander les plans également soient sensibilisés, conscientisés, pour qu'ils accompagnent ou bien qu'ils mettent la main à la pâte dans l'entretien, le suivi et la protection. Les collectivités territoriales également, dont c'est une compétence transférée, on doit les sentir et nous devons également les avoir à côté de nous pour mettre en œuvre ces activités, les projets et programmes, les ONG, mais également tous les autres acteurs et les partenaires techniques et financiers pour qu'ils sachent que cela contribue à lutter contre la désertification, à améliorer le couvert végétal, mais améliorer également les bases productives. Parce que vous voyez, dans toutes les rencontres, toutes les cérémonies, les gens utilisent des jus de produits forestiers, de fruits forestiers locaux. Et tant que ces fruits forestiers, ces arbres sont là, des fruits forestiers seront disponibles. Mais quand ça se dégrade et qu'on ne renouvelle pas le capital, donc à un moment donné, on n'aura plus ces fruits et le Sénégal sera obligé d'importer. Et ce sera une perte d'économie parce que c'est de l'argent qui sera exporté. Donc, en renforçant ce couvert végétal-là, nous contribuerons à lutter contre cette désertification, améliorer la fertilité, améliorer le couvert végétal pour faire revenir les animaux, donc restaurer cette biodiversité, mais également permettre aux communautés d'exploiter ces fruits et les biens qui sont procurés par la forêt. Est-ce qu'il y aura un suivi par rapport à cette campagne de reboisement? Oui, le suivi, c'est indispensable et c'est nécessaire. Et le suivi se fait avant, pendant et après. Parce qu'il y a 3 taux qui sont évalués lors des différentes campagnes. Il y a le taux de reprise, le taux de survie et le taux de réussite. Le taux de reprise, c'est après au sortir de la campagne, donc à la fin de l'hivernage. Donc, ça permet de voir les arbres qui ont été plantés, qu'est-ce qui a survécu. C'est 1 an après ou bien juste avant l'hivernage suivant. Donc, actuellement, par exemple, les missions sont sur le terrain pour évaluer le taux de survie, c'est-à-dire les arbres qui ont eu, les plants qui ont eu à survivre durant cette campagne, cette saison sèche-là. Et maintenant, 3 ans après, nous allons évaluer le taux de réussite pour savoir les plantations qui ont été faites en 2024, en 2026-2027, qu'est-ce que ça a donné. Donc, c'est là qu'on pourra dire que nous avons réussi la plantation avec un taux de temps. Et là, c'est régulièrement fait avec les agents, mais il faut dire également que ce n'est pas uniquement avec les agents, parce que quand nous vous donnons un individuel des plans, donc c'est à lui également d'entretenir et de suivre. Parce que quand les plans vont réussir, ces plans vont lui servir en premier, parce que souvent c'est des fruitiers forestiers, c'est des arbres fruitiers qui produisent, donc c'est lui qui va commercialiser, c'est lui qui va consommer, c'est lui qui est sous ces arbres-là, ou bien ces arbres aident à fertiliser ces terres. Donc, c'est lui qui va en forêt, donc c'est tout le monde, mais en premier, c'est le service des eaux et forêts. Donc, dire qu'il incombe à tout le monde de pouvoir aider à entretenir, à suivre les plantations. Parce que sinon, c'est de l'argent perdu, parce qu'on dépense de l'argent pour produire des plants. Nous donnons ça aux communautés, à des individuels. C'est à eux également de faire le nécessaire. Néanmoins, le service, les agents aident, encadrent et supervisent ce qui se fait. Et ça permet également de savoir pour l'année à venir à qui nous devons donner, qui encourager et qui accompagner davantage pour qu'ils puissent y réussir. Donc, c'est indispensable le suivi là et les autorités nous ont donné des instructions pour que nous puissions suivre de près et de manière correcte et judicieuse les plantations qui sont réalisées. Et avant la journée de l'an prochain, au mois de juillet, nous allons faire également un rapport pour donner à l'autorité les taux de survie qui ont été enregistrés pour les réalisations qui ont été faites durant la campagne passée. Et également, tous les gouverneurs également vont présider des comités régionaux de développement. Il y a des régions qui ont déjà organisé, d'autres vont organiser la semaine prochaine. Et d'ici la fin du mois, toutes les 14 régions vont organiser. Et après, nous allons, autour de l'autorité, organiser une conférence nationale sur le reboisement. Et là, les discussions tourneront autour de comment faire pour pouvoir réussir davantage, s'il faut changer de paradigme, s'il faut changer de stratégie et qui devra être mis à contribution pour réussir ces plantations, pour améliorer le couvert, restaurer nos terres, mais lutter davantage contre la désertification et la sécheresse.
Alors, pour cette année, quel a été le budget qui a été établi? Oui, budget, on peut pas dire. Nous avons des crédits qui ont été alloués à la direction des eaux et forêts pour l'acquisition des intrants, mais l'achat de gaines, l'achat de semences, l'achat de petits matériels. Et c'est sous forme de marché, c'est des crédits de l'État qui sont engagés. Mais ce n'est pas uniquement ça qui est réservé à la production. Parce que les communes également, il y en a qui inscrivent dans le budget, qui engagent pour accompagner le service ou bien pour financer la mise en place de pépinières. L'agence sénégalaise également a des crédits pour faire, même si ce n'est pas suffisant, pour également accompagner la production, la mise en place de pépinières en régie et tout. Et nous avons également les individuels. Parce que vous voyez quelqu'un qui a les moyens, qui va acheter des gaines pour donner à une brigade des eaux et forêts ou bien pour mettre en place une pépinière au niveau de son verger ou bien au niveau de son village, et ça devient une pépinière villageoise ou bien une pépinière communautaire. Et donc, tout cela, maintenant, c'est lors de la rencontre qu'on saura qui a mis quoi, mais nous savons les lignes budgétaires qui ont été allouées pour réaliser ces plantations. Et justement, en parlant de cette réalisation, quel est l'appel que vous allez faire pour plus davantage impliquer les populations à cette journée de reboisement, cette campagne de reboisement? Oui, l'appel, c'est dire que le reboisement ne doit pas uniquement être l'affaire de l'État ou bien l'affaire des eaux et forêts ou bien de l'agence sénégalaise. Il y va de l'intérêt de tout un chacun d'y mettre du sien, soit sa force, mais un apport en nature, ou bien d'accompagner le financement au niveau des collectivités territoriales, des associations villageoises. Parce que ce qu'il faut retenir également, qu'à chaque fois, les gens, quand ils veulent planter, ils vont aux eaux et forêts. Il faut aller aux eaux et forêts, mais dire que les eaux et forêts ne peuvent produire qu'en fonction des ressources qui sont mises à sa disposition, ou bien les partenaires que nous avons. Et donc, également, certains pensent que comme c'est une dotation gratuite, donc demain, même si ça ne réussit pas, ils peuvent revenir. Donc, il faut qu'ils sachent que c'est de l'argent que nous leur donnons. Le plan a coûté de l'argent. Depuis l'achat des semences, des gaines, la mise en place, les jeunes qui sont payés, l'eau qui est utilisée, le temps de travail et tout. Donc, il faut que tout un chacun sache qu'il a un rôle à jouer, il a une contribution à apporter pour préserver ces plans, pour que ces plans puissent réussir. Et c'est ça seulement qui fera que nous aurons également des taux de réussite assez importants pour pouvoir reverdir le Sénégal. Mais si vous voyez les activités que nous faisons, les gens, souvent, c'est le service qui est là-bas et quelques jeunes, pour eux, ils pensent que c'est le service qui le fait. Alors que quand des activités sont réalisées, quand on a un bon cadre de vie, c'est tout le monde qui en bénéficie. C'est tout le monde qui en bénéficie. Il n'y a pas que la commune, il y a l'embellissement, mais il y a le cadre de vie qui est amélioré. Donc, parce que si vous voulez vous abriter, vous allez sous ces arbres-là. Mais au moment de la réalisation, ils pensent que c'est uniquement l'affaire du service des efforts. Donc, tout un chacun ça doit être inclusif, mais ça doit être communautaire et participatif. La participation communautaire, elle est importante. Et ça, j'appelle tous mes concitoyens à s'y mettre pour améliorer le cadre de vie, s'adapter au mieux aux effets des changements climatiques, mais également améliorer la santé humaine et animale de nos communautés. L'appel est déjà passé. On vous invite, vous tous, à venir participer à la campagne nationale de reboisement du Sénégal, qui sera bientôt établie, la date, et l'arbre aussi qui sera parrainé. Merci beaucoup, le colonel-major Babacar Dione. Votre mot de la fin? Oui, qui a commencé il y a 11 ans. Je vous remercie, mais également dire que le service des eaux et forêts est toujours disponible à accompagner, encadrer, et les plans que nous produisons, c'est pour les communautés, pour reboiser dans les maisons, au niveau des axes routiers, que ce soit dans les villages, dans les villes, mais également au niveau des champs et des trucs. Et nous sommes également disposés à accompagner pour promouvoir davantage la régénération naturelle, développer l'agroforesterie, parce que c'est là où les gens doivent produire et pouvoir intégrer toutes les productions, mais également préserver nos forêts qui sont assez importantes et qui permettent à l'État également de respecter ses engagements par rapport à la communauté internationale. Et là, nous sommes à près d'1 millier de pépinières qui sont déjà mises en place à l'échelle nationale, et ça continue, parce que pour certaines espèces, c'est une production continue, et là, nous espérons que
le moment venu, nous allons faire une bonne campagne de reboisement. Mais nous comptons sur la participation et l'implication de tous, aussi bien les jeunes, les femmes, les collectivités territoriales, mais également les partenaires techniques et financiers, la société civile, aussi bien dans la sensibilisation, le plaidoyer, mais également au niveau de l'action. Et l'action, ce sera au moment de la plantation, durant l'hivernage, donc que tout un chacun s'engage à planter ne serait-ce un arbre et à l'entretenir. Si chacun a planté un arbre et l'entretenir jusqu'à ce que ça réussisse, au moins on va améliorer le couvert végétal et ne serait-ce la ville de Dakar va redevenir le Cap-Vert. Merci beaucoup, colonel-major Babacar Dione. C'était tout pour cette émission En pleine nature. Nous vous donnons rendez-vous au autre numéro. Nous vous remercions. Merci beaucoup.